Votre émission Polygone est réalisée avec le soutien du cabinet d'avocats Altekeller Sarreguemines. Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal pour un nouveau numéro de Polygone. On va s'intéresser aux devoirs de mémoire. Pour en parler, 4 invités sont sur ce plateau. Eliane Muller, trésorière du Souvenir français, section Sarreguemines. Stéphane Hutin, président de l'Union nationale des combattants Sarralbe et environ. Michel Klein, membre de l'Union nationale des combattants Beach. Et Jackie Marx, président de la communauté juive de Sarreguemines. Merci à tous les 4 de participer à cette émission. Et puis, il y a aussi le président du Souvenir français, section Sarreguemines, Arnaud Schlippi, qui interviendra en magnéto. Il ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, alors j'ai enregistré son témoignage. Le devoir de mémoire est au cœur de vos fonctions. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, devoir de mémoire? Qui s'y colle en premier? Oh, je veux bien. Voilà. C'est tout simplement de transmettre ce que nos anciens ont vécu, surtout pendant les dernières guerres, ou là, spécifiquement la dernière guerre. Et je trouve que c'est mon ressenti, on ne fait pas assez pour transmettre ce devoir de mémoire vers la jeunesse. Nos jeunes sont de bons jeunes qui sont à la limite même demandeurs de l'histoire de leurs grands-parents, voire arrière-grands-parents, puisque les jeunes d'aujourd'hui, les parents, voilà, ceux-là n'ont pas eu à subir la guerre, mais les grands-parents et les arrière-grands-parents sont porteurs d'histoire. Et je trouve qu'il faudrait que tous les organismes qui s'intéressent à faire passer ce devoir de mémoire se rejoignent et réfléchissent à comment transmettre. Et ce qui me choque encore d'ailleurs un peu aussi, un peu n'est même pas le mot, c'est que dans les écoles, on ne transmet pas plus que ça, surtout l'histoire de la Shoah. Et on ne transmet pas plus que ça, vraiment la dernière guerre, voire la guerre de 14-18. Oui, on passe à la télé les films et les histoires de 14-18, les histoires de 39-45, mais à l'école, les jeunes... Voilà, il faut arriver à leur enseigner. Alors je sais bien, il y a une frange de population, des jeunes qui refusent d'en parler, qui font des mains et des pieds à tel point qu'on en est arrivé à ce que les professeurs, pour dire mieux, n'osent même plus aborder ce sujet. Donc pour moi, c'est une problématique. Alors on va y revenir dans cette émission. Et pour vous, c'est quoi le devoir de mémoire ? Le devoir de mémoire, c'est quelque chose de très important, hein. Forcément, je rejoins. Mais moi, je mets encore l'accent sur notre région, qui a encore une histoire vraiment particulière depuis 1870. Hein. Beaucoup de chamboulements, beaucoup de perturbations dans les mêmes familles. Hein, le fait de changer de nationalité et tout ça. Et c'est quelque chose, c'est une part de l'histoire qui est encore moins reconnue et encore moins enseignée. On parle de l'histoire dans les généralités, mais l'histoire locale, c'est quelque chose qui a été vécu de manière encore différente chez nous par rapport au reste du pays. Et c'est quelque chose que nous, on se bat, on se démène vraiment pour faire connaître la particularité de notre région. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez, Eliane Muller ? Tout à fait. Et ce que M. Marx dit, c'est vrai. À l'école, ils n'en apprennent pas assez sur notre région et ce qui s'est passé ici. Oui, c'est dans la même veine que mes camarades. Le devoir de mémoire est important aussi, car il faut se souvenir, ne pas oublier, pour ne pas reproduire les mêmes choses. Force est de constater que l'actualité n'est pas tout à fait dans cette optique-là. Du moins l'actualité mondiale, l'actualité locale, oui, là-dessus on est bon. Et outre le devoir de mémoire, il y a aussi le travail de mémoire. Et il faut qu'on incite justement aussi ces jeunes générations à faire ce travail de mémoire pour aller au devoir de mémoire,
pour faire, c'est être présent aux commémorations et participer. Et oui, j'appuierai ce que disent mes camarades aussi sur ces parties d'histoire particulières qui ne font pas partie de l'histoire générale et qu'on a tendance à oublier, à ne pas transmettre dans les écoles parce qu'on est sur un territoire national avec une instruction de l'histoire nationale et pas locale. Et ça, c'est dommage parce qu'on a quand même des particularités qu'il ne faut pas oublier. On est sur un territoire qui a été très marqué par l'histoire. On est tous concernés dans nos familles, de près ou de loin. Donc il ne faut vraiment pas oublier. Et là, c'est un devoir vraiment, oui, de mémoire avec un grand thème. Alors vous l'avez évoqué, tous les quatre, le devoir de mémoire, ça revêt plein d'aspects. L'un des aspects, quelque part finalement le plus visible, c'est souvent au moment des commémorations, des cérémonies qui sont organisées au fil de l'année. Alors du coup j'ai une question, je ne sais pas à quel point c'est une question piège ou à quel point vous connaissez ça par cœur, mais est-ce que vous savez en France combien il y a de dates de journées nationales et de cérémonies officielles ? Combien officiellement ? Je crois qu'il y en a 11. 11 qui dit mieux ? Je crois qu'il y en a 11. Oui, c'est à peu près ça. J'ai plus le chiffre exact en tête. Alors a priori, ça serait 17. Je vais vous les citer. Il y a 11 mars, journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme. 19 mars, journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. 7 avril, commémoration annuelle du génocide des Tutsis. 24 avril, commémoration annuelle du génocide arménien de 1915. Dernier dimanche d'avril, journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation. Le 8 mai, évidemment, la commémoration de la Deuxième Guerre mondiale. Le 10 mai, la commémoration annuelle en France métropolitaine de l'abolition de l'esclavage. Le deuxième dimanche de mai, la fête nationale de Jeanne d'Arc, fête du patriotisme. Le 23 mai, journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage. Le 27 mai, journée nationale de la résistance. Le 8 juin, journée nationale d'hommage aux morts pour la France en Indochine. Le 18 juin, journée nationale commémorative de l'appel du général de Gaulle, le 18 juin 1940, à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi. Le 14 juillet, la fête nationale. Le 16 juillet, ou le dimanche qui suit, la journée nationale à la mémoire des victimes de crimes racistes et antisémites de l'État français et d'hommage aux justes de France. Le 25 septembre, journée nationale d'hommage aux harkis et aux autres membres des formations supplétives. Le 11 novembre, évidemment, commémoration de la victoire et de la paix, jour anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918 et hommage rendu à tous les morts de France. Enfin, le 5 décembre, journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. Alors dans tout ça, vous quatre, vous participez à quelle cérémonie ? Sur les 17, combien à peu près ? Alors, au titre de l'UNC, toutes sauf le 19 mars. Waouh. Ok, impressionnant. Et vous participez à combien de cérémonies chaque année ? J'ai jamais compté, mais beaucoup, on les compte pas. beaucoup. Après, très honnêtement, dans les dates que vous citez, alors ce sont les dates officielles. Il y a des cérémonies qui ne sont pas commémorées dans toutes les villes, toutes les communes et toutes les villes de France. Donc, oui, quand je dis on participe à toutes, je vais quand même rectifier un petit peu à toutes celles qui sont organisées par les communes du secteur. Dans votre secteur, donc en l'occurrence, secteur de Sarralbe. Parce que Sarralbe, Sarreguemines, on va dire dans les communes de la Casque. Concernant les commémorations de massacre des Tutsis, je ne suis pas convaincu qu'il y ait quelque chose qui se fasse dans le secteur. Oui, mais bon, ça fait partie des journées officielles. Alors, le devoir de mémoire, de toute façon, et vous l'avez dit d'entrée de jeu, ce ne sont pas que des commémorations, il y a aussi des actions que vous menez tout au long de l'année. Je vais vous demander d'en parler, mais on va d'abord écouter ce qu'en dit Arnaud Schlippi. Depuis de nombreuses années, ça fait quasiment une vingtaine d'années, on emmène des jeunes, pour la plupart aussi franco-allemands maintenant, puisqu'on travaille aussi beaucoup avec le Volksbund, sur les différents lieux de mémoire. On a été plusieurs fois en Pologne avec M. Marx. On les emmène aussi, à Drancy, on a fait Oradour aussi, puisque nous étions à l'époque avec le jumelage avec Chasseneuil et tout ça. L'important, c'est de leur faire vivre et comprendre mieux que si l'on faisait ça, on va dire en 1 heure de cours à travers 2 pages du manuel. Alors
exemple, Monsieur Hutin, quelles sont les actions que vous menez tout au long de l'année en dehors des cérémonies, des commémorations? Bon, on essaye d'avoir des actions auprès des écoles. Alors c'est un peu compliqué, c'est en train de se mettre en place, nous au niveau de Saralbe et du secteur, on essaye de mettre ça en place, on essaye de mettre en œuvre ce qui est fait au niveau de la Moselle par la fédération de l'UNC. C'est un concours de réflexion civique qui se fait auprès des écoles. Les écoles participent, c'est du CM1, CM2 généralement, et les lauréats peuvent gagner un prix, c'est du financier pour les aider à organiser un voyage mémoriel. Donc là, ayant repris l'association il n'y a pas longtemps, donc j'essaie de dynamiser un peu cette chose-là. Malheureusement, j'ai eu très peu de retours pour cette année. Donc là, c'est un travail à faire de communication envers les écoles et les élus pour nous appuyer dans cette démarche. Des actions dans les écoles et puis l'organisation ou la co-organisation de voyages mémoriels, vous en faites beaucoup au Souvenir français. Hein? On en fait beaucoup, oui. On a fait Auschwitz, M. Marx était avec. On a fait Oradour-sur-Glane, qui était très prenant. Là, vous sentez encore la mort dans le village. C'est horrible. Quand et les enfants, ils réagissent comment? Mais ils sont calmes, même si les plus turbulents, ils sont calmes. Vous ne pouvez pas vous l'imaginer, ça les glace. J'ai jamais vu ça. Et on était dans le Vercors aussi, on a fait, disons voir, où Jean Moulin a été torturé, enfin, mon père entre autres aussi, à Lyon-Bron, à Montluc, la prison de Montluc. Et ça m'a révolté. Oui, les enfants d'Isieux, on a fait aussi, oui, vous étiez avec. Aussi, ça aussi, c'est très prenant. Mais je vous dis, les enfants, même les plus turbulents, Monsieur Marx, vous pouvez le dire aussi, ils sont tous calmes. Tout le monde est pris d'une émotion. Ah oui. Donc oui. Ça laisse quand même des traces. Enfants comme encadrant, parce que rien que quand vous en parlez, on sent l'émotion. Tout à fait, mais ça laisse quand même des traces. Je trouve, plus qu'en racontant comme ça, de vivre, voir ce qui s'est passé. Enfin, moi, j'étais plus sous l'émotion là-bas, dans les lieux, que comme ça. Et dans le secteur de Bitche, est-ce que vous menez aussi des actions en dehors des temps de commémoration? Racontez-nous un petit peu. Oui, on essaie de faire notre maximum dans des axes variés. Donc je rejoins exactement ce que ma voisine disait concernant les enfants et l'émotion. Être présent devant le monument aux morts, devant le drapeau, c'est bien, il faut. Mais c'est pas comme ça que les enfants vont comprendre l'histoire. Nous, à Bitche, à travers l'espace mémoire, on leur fait toucher l'histoire. On leur fait vivre l'histoire. C'est-à-dire qu'on organise des randonnées historiques. C'est-à-dire qu'on va raconter l'histoire de ce qui s'est passé à Bitche, chronologiquement, par rapport aux événements, mais en empruntant les lieux où se sont passés les combats. Ensuite, on va traverser la ville avec des photos d'époque et on peut montrer la ville comme elle était pendant la guerre et comme elle est aujourd'hui. Ça, c'est un aspect. On en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est du coup aussi leur montrer tout ce pan d'histoire locale qu'ils ne connaissent pas. Voilà, c'est ici que ça s'est passé. Je reviens sur les enfants, donc pareil, à titre, nous, notre but à l'espace mémoire, c'est aussi de faire quelque chose d'intergénérationnel. Et on avait organisé, il y a quelques années, au collège Kiefer, une présentation d'une exposition sur l'évacuation, mais avec la particularité d'avoir que des photos du pays de Bitche. Et quand on a présenté ça aux élèves, après le choc de se dire mais c'est un autre temps, on a vu les photos d'époque, les gamins ils étaient complètement déconnectés, on a dit non, c'est pas si vieux que ça. Et dans la discussion, dans les échanges avec les enfants, ils se sont rendus compte que finalement leurs grands-parents ont vécu cette évacuation. Et le fait de vivre de savoir que l'histoire devient familiale, ils sont allés vers les grands-parents, je leur ai dit, mais si tu as encore ton opa, ta oma, va lui demander comment c'était. Et quand l'histoire commence à toucher la famille, vous la retenez. Vous allez continuer à la transmettre parce que c'est quelque chose que vous avez vécu. Et ça, c'est vraiment important, quoi. Donc ça, c'est surtout pour ce qui est en direction des scolaires. Mais vous l'avez dit, à Bitche, vous avez aussi créé l'espace mémoire. Là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir toucher absolument tout le monde. Voilà, l'espace mémoire, c'est ça, il a cette vocation, d'où son nom, l'espace mémoire, et non pas musée, c'est de rendre humain
toutes ces histoires. Vous allez lire un livre sur les récits de la région, voilà, c'est juste, on se l'imagine. Par contre, à l'espace mémoire, on va vous présenter des objets qui viennent du pays de Beach et qui sont forcément associés à une famille, à un événement, à une rencontre, parfois tragique. Et du coup, ça donne toute l'intensité de l'objet. Et chaque objet, on associe un visage, donc ça permet d'humaniser aussi toutes ces petites histoires. Et c'est vrai qu'on touche toutes les générations. Et on est fiers aussi qu'à l'époque, quand on a lancé les travaux, c'est aussi les élèves du collège Kiefer qui sont venus faire tous les travaux de rafraîchissement. C'était leur projet scolaire. Et c'était bien parce qu'en temps normal, ils ne seraient pas venus forcément pousser la porte chez nous. Et du coup, ils sont revenus par la suite avec la famille. D'un côté, ils étaient fiers de dire j'ai contribué, moi j'ai fait les boiseries, moi j'ai fait la peinture. Et du coup, ça crée de nouveau un intérêt et un échange. C'est très bien, ça. Et c'est des choses que nous, on a à cœur à faire. Ensuite, on a encore l'accueil de familles américaines. Hein, donc moi, ça fait quasi 25 ans que j'accueille des familles américaines, des familles de vétérans. Aujourd'hui, l'âge est là, les vétérans ne viennent plus, mais c'est les enfants qui viennent. Et on fait vraiment des visites personnalisées en fonction du parcours du parent pour les emmener au plus près des souvenirs qu'ils ont racontés à leurs enfants aux États-Unis. Donc l'histoire, ils la connaissent, mais quand ils arrivent chez nous, ils peuvent la toucher, ils peuvent la voir. Vous allez dans la forêt, vous avez les positions de combat. Vous allez dans les villages, vous avez encore les éclats d'obus sur les façades. Et associé à tous les objets que nous on présente, c'est vraiment... moi je dis toujours, les gens ils ressortent de chez nous, ils ont les poils qui se dressent. Et puis c'est ce genre d'histoire qui va faire en sorte qu'on va la retenir. Je ne suis pas certain que tout le monde retienne les dates des combats. Mais l'objet, l'anecdote qui va avec cet objet, c'est quelque chose qui reste. Alors, justement, avec tout ça, entre le fait de participer à des cérémonies, à des commémorations, à des événements, d'organiser des choses envers les scolaires dans leur établissement ou en les emmenant quelque part ou en leur montrant leur environnement, etc., est-ce que vous arrivez, quelque part, toute génération confondue dans tout ça, à transmettre autour de vous l'importance du devoir de mémoire? Ah oui, je pense que oui. Parce que là, on a dans notre association, on a quelques jeunes qui se sont fait inscrire dans l'association parce qu'ils trouvent ça bien de suivre notre directive et puis de ne pas oublier. Alors à Sarral, vous disiez, vous êtes encore un peu nouveau à la tête de... C'est encore un peu compliqué. Mais on essaie d'y aller. Là, j'ai la chance d'avoir recruté un jeune porte-drapeau de 15 ans il y a très peu de temps. Je pense que là, il y a beaucoup d'associations qui vous jalousent. Voilà, et sachant que c'est une denrée très rare. Mais c'est le seul jeune que j'ai. C'est très, très, très difficile, très délicat. Il y a aussi l'appui des élus qui est essentiel. Dans ces démarches, il faut qu'on nous ouvre les portes, qu'on puisse y aller. Et il y a le travail interassociation aussi, parce qu'on est moult associations mémorielles du monde combattant, et il faut impérativement qu'on se serre les coudes entre nous, parce qu'on a tous le même but. Et le fait de travailler ensemble, je pense qu'on arrivera mieux aussi à passer le message vers les jeunes, parce qu'on a tous des idées un peu différentes, et le fait de se synchroniser, de faire force commune, je pense qu'on y arrivera mieux. Mais même à titre personnel, quand vous dites qui vous êtes, quand vous racontez ce que vous faites, c'est quoi la réaction des gens autour de vous? Ils s'y intéressent ou pas? C'est comme tout, certains oui, certains non. On a tout, enfin je veux dire, c'est la nature humaine. Oui, on a des gens qui s'intéressent, qui écoutent l'histoire à l'instant T, qui écoutent des témoignages et qui après s'en vont et ne reviennent pas forcément vers nous. Voilà, c'est de fidéliser entre guillemets les gens dans nos actions qui est compliqué aussi. Et les jeunes générations, malheureusement, avec les réseaux sociaux, etc., qui ont autre chose à penser que de venir à des commémorations, de donner des coups de peinture. Alors, je salue pleinement l'action de Beach, hein, qui est absolument formidable, mais malheureusement, on n'a pas ça partout. Oui, parce que les monuments aux morts, ils n'ont pas forcément la cote sur les réseaux sociaux. C'est pas là qu'ils vont faire leur vidéo, mais justement, oui. Je pense que ça vient
du non-savoir, de la transmission qui n'est pas faite à la base. Non seulement de l'école, mais des parents qui ne poussent pas trop non plus. Alors là, j'ai bien écouté monsieur, là, ça m'a fait penser à quelque chose. J'ai déjà eu je vais dire comme ça pour rester pas trop fort, des confrontations avec des gens à qui j'avais montré ou envoyé des vidéos parlant des camps de concentration spécialement. Pas spécialement des combats, mais de ce qui s'était passé à l'époque, dans ces camps, des horreurs sans nom, jeter les bébés vivants dans le feu, enfin, massacrer, violer, enfin tout ce qui est, voilà, et j'en passe et d'autres. Donc des personnes m'ont répondu « Oh mais Jackie, écoute, il faut tirer un trait, ça s'est passé il y a 80 ans, vous revenez toujours avec ces choses-là, en gros ça commence à bien faire. » Donc j'ai dit « Mais écoutez-moi, donc si je vous comprends bien, alors parler de la préhistoire, parler de Vercingétorix, de Charlemagne, des différents Louis XI, XIV, XV, XVI, enfin, je ne peux pas tous les citer. On peut parler de tout, sauf ce que vos arrière-grands-parents et parents avaient fait pour vous. Tout ce qu'il y avait pour avoir la liberté en France, puisque aujourd'hui, quoi qu'on en dise, on est bien en France, on vit, on fait, on a tout à disposition, mais tout ça c'est dû encore à nos anciens combattants de 14-18 et de 39-45. Et l'histoire des camps, ces horreurs-là, comment peut-on dire que c'est il y a 80 ans, on tourne la page? Non, on en parle et j'ai bien dit à ces gens-là, jamais pour l'éternité, on n'arrêtera jamais d'en parler. À savoir que si on s'arrête d'en parler, on a le risque que ça recommence, puisque les gens ne seront même plus au courant de ce qui s'était passé. Donc voilà mon opinion, ça n'engage que moi, mais je pense être dans le juste. Je crois que quelque part, il vous rejoint sur certains aspects, ce que m'a dit le président du Souvenir français, secteur Sarreguemines, sur la question. Alors, la relève, c'est un grand problème et un vaste sujet qui touche l'ensemble des associations patriotiques aujourd'hui, puisque la population est de plus en plus vieillissante, le nombre d'adhérents va plutôt, on va dire, vers le bas que vers le haut, et il est important d'associer ces jeunes, essayer de les attirer vers l'association, notamment Souvenir français, mais plus que le côté, on va dire, relève d'un point de vue associatif, moi je pense surtout transmettre les gestes, transmettre la démarche, de dire voilà, le 8 mai, le 11 novembre, je vais au monument aux morts, je fais la démarche, je suis là. Voilà. C'est pour ça qu'on essaie de les associer un maximum. Moi je donne un exemple tout simple, quand j'étais gamin, très petit, hein. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, comme diraient certaines personnes. Mon grand-père m'a emmené au monument aux morts. Et j'étais associé, on va dire, avec le grand-père, quand mon grand-père posait la gerbe et tout ça, voilà. Et donc c'est rentrer dans un mécanisme, on va dire, voilà. Je pense qu'il y a un côté éducatif là derrière aussi qui est important. Donc le côté éducatif dont vous avez déjà parlé. Je me pose la question au niveau de la relève du côté de Beach, parce qu'on a eu l'exemple de Sarral où ils ont la chance d'avoir recruté jeune porte-drapeau de 15 ans. Il y a de la relève à Beach? Bon, au niveau de l'UNC, on a le même problème. Hein. Les anciens combattants, l'âge est là. On a aussi recruté un porte-drapeau, pas plus tard que la semaine dernière, mais bon, il a un peu plus de la quarantaine, bon, il est encore jeune par rapport aux autres, mais c'est déjà un pas vers la relève. Ensuite, au niveau de l'espace mémoire, il y a quand même des jeunes qui s'intéressent. Vous disiez tout à l'heure qu'on a des bons jeunes, et moi des fois je suis surpris, surtout au début, dès qu'on a lancé le projet. J'ai vraiment le souvenir d'une jeune, peut-être 25 ans, qui est venue et qui connaissait toute l'histoire de son grand-père. Toute l'histoire. Alors c'est une jeune fille et qui du coup, on tenait une discussion, mais qu'on aurait pu la tenir avec ses parents. Mais non, elle a passé sa jeunesse avec le grand-père qui lui racontait ses souvenirs de l'évacuation et de tout le reste, des malgré nous. Et elle savait exactement tout, quoi. Donc les jeunes sont là. À côté de ça, donc nous on a une ouverture mensuelle. On voit régulièrement des jeunes qui ont une quinzaine d'années, qui
qui viennent chez nous. Mais chez nous, c'est pas le côté guerrier de la guerre qu'on met en valeur. C'est vraiment le côté personnel, c'est toutes ces histoires. Et ces jeunes s'intéressent. Moi, j'en ai qui étaient présents à chaque rando, qui ont même des fois fait les randos plusieurs fois, parce qu'ils ont toujours envie d'en savoir un peu plus. Et on peut dire que si, il y a quand même des jeunes derrière qui s'intéressent encore à la cause. Et nous, moi je dis toujours, à l'espace mémoire, notre équipe, on est juste des passeurs d'histoire. Hein. Nous, on fait que récupérer l'histoire de nos anciens pour la remettre en valeur, essayer un peu de la présenter au goût du jour, un peu plus moderne, que ça intéresse les jeunes. Mais voilà, la satisfaction, c'est que derrière, il y a des jeunes qui continuent. Nous, on donne l'impulsion, et puis ensuite, les jeunes, ils pourront aussi continuer à faire ce que nous, on a commencé, tout simplement, quoi. Et devoir de mémoire, devoir de transmission de votre côté, Jacques et Marc, c'est encore différent parce que c'est pas associatif, mais la communauté juive de Sarreguemines se réduit de plus en plus. Est-ce qu'on peut parler de... Là, il y a même plus de relève. Je suis un des plus jeunes. Ça se voit à la couleur de mes cheveux. Donc, oui, démographiquement parlant, la communauté de Sarreguemines est petite, mais ça, c'est encore dû, pour beaucoup, à tous ces gens qui ont été déportés de Sarreguemines. Il y en a, je ne sais pas le chiffre exact, mais entre 90 et 100, on va dire 95 personnes. Donc, toutes ces personnes-là, il n'y a plus de retour après-guerre, déportés. D'autres se sont éparpillés, sont morts pendant la guerre, ou d'autres sont restés après, plus tard, dans la France profonde. Et puis, naturellement, quelques-uns sont revenus. Donc, voilà. Et avec l'âge, voilà, les jeunes générations derrière nous ne sont pas spécialement restées à Sarreguemines. Et puis, voilà, nous sommes encore... Si tout se passe bien, j'arrondis vers le haut, nous sommes encore 70 personnes de religion juive. Alors ce que nous faisons pour les jeunes, c'est-à-dire que certaines écoles nous demandent régulièrement de visiter la synagogue. Il y a des gens du secteur de Huitch, des gens du secteur de Saint-Avold, de Sarreguemines, qui sont très intéressés par l'histoire de la communauté. Donc on leur fait visiter la synagogue, on leur explique tout ce qui s'est passé. On leur fait voir, il y a une plaque commémorative où sont nommées toutes les personnes qui ont été déportées de Sarreguemines. Et derrière chaque personne, il y a, pas les dates de naissance, mais les âges. Donc ce qui choque énormément, c'est les âges. Les âges. Surtout, peu importe l'âge, mais quand même, les enfants qu'on considère des bébés de 2 ans, de 3 ans, des petites filles de 5 ans, voilà, et les parents de 30 ans, les grands-parents de 80, enfin, tous ces gens-là sont passés par, je vais dire, par le feu, par les camps de concentration, et ça choque les gens. Alors pourquoi ? Ça me ramène à un voyage que j'avais fait aussi avec l'école de Sainte-Chrétienne. Nous étions allés voir le musée de la Shoah à Paris et le musée de la gare d'où partaient les Juifs à partir de Drancy. Et donc il y a des grandes photos qui sont extérieures naturellement. Et voilà, donc tout le monde était très ému, voilà. Et la même année, le 8 mai, c'était quand il y avait encore Madame la sous-préfète, avant Monsieur Christophe Salin. Il y a eu au 8 mai une commémoration au cimetière ici, et ça m'a fait beaucoup d'émotion. Les jeunes m'avaient caché ça. Ils ont fait une photo d'une lettre qui était exposée, d'une lettre d'une jeune fille qui a réussi à jeter cette lettre, parmi tant d'autres, par le wagon, par l'ouverture d'un wagon. Et la photo de cette lettre est maintenant affichée dans la synagogue. En gros, je ne peux plus vous la redire, mais cette jeune fille dit à ses parents « Ne vous en faites pas pour moi, on nous emmène quelque part.
mais nous reviendrons. Mais voilà, je dois souffrir car je suis juive. C'est ce que les policiers français de l'époque nous ont fait comprendre. Nous ne méritons pas plus, mais je garde espoir de revenir. Alors, je reprécise, je ne sais plus la dire, je ne peux pas la dire par cœur. Quand vous lisez cette lettre, tout est dit. Et donc, les jeunes sont imprégnés, très touchés de ceci. Et je leur explique comment la synagogue en 1940, où se trouve aujourd'hui Photo-Crémer, elle a été dynamitée par les Allemands. Et donc la nouvelle se trouve près du foyer culturel. Elle y est là maintenant depuis 1959. Et nous vivons en harmonie avec toute la population de Sarreguemines, avec peu importe les religions, origines ou croyances. Nous sommes bien à Sarreguemines. D'ailleurs, c'est ce que je ressens personnellement, et je ne suis pas le seul, naturellement, à Sarreguemines. Comparativement à d'autres grandes villes, nous sommes vraiment dans une ville, voire dans une région, je ne vous oublie pas Sarah Albebic, nous formons un, nous respectons, nous sommes bien. Et je remercie tout le monde pour cela. Ça, je crois que pour vous aussi, c'est un témoignage touchant. Ah oui, tout à fait. Clairement, oui. Alors, ceci dit, pour en arriver à ça, on parlait au départ du problème de relève, que c'est difficile, en particulier dans le tissu associatif, pour tout ce qui est du devoir de mémoire. Et c'est sans doute en grande partie lié à ça, au manque de personnes aussi pour participer aux cérémonies. Il y a une idée qui revient régulièrement sur le tapis, c'est de réunir les différentes commémorations en une seule date. Je vais laisser Arnaud Schlippi lancer le débat. Alors chacune de ces dates est importante bien entendu puisqu'elle commémore l'arrêt d'un conflit. Mais avec le temps, on se rend compte que les différentes personnes qui sont tombées lors de ces conflits ou qui ont été blessées ou qui ont connu ces conflits sont de moins en moins nombreuses. Maintenant, aujourd'hui, les plus proches, c'est le conflit algérien et éventuellement encore Indochine. C'est vrai qu'il y avait un grand débat public sur ce sujet qui visait à faire un petit peu à la mode américaine, un Day Day, une grande journée de souvenirs, comme c'est toujours au moment de la fête des mères du côté américain. Et il y a une réflexion qui devrait être engagée au niveau national, à mon sens, dans ce sens. Voilà. Sans oublier, bien entendu, tout au long de l'année, un filage mémoriel, mais cette fois-ci, plutôt que d'aller au monument aux morts, aller dans les écoles et continuer à transmettre et sensibiliser notre jeunesse. Alors, une seule date pour toutes les commémorations, vous en pensez quoi ? Alors, je dirais peut-être pas une seule date, mais je pense qu'il y a 3 dates importantes au niveau des commémorations. C'est le 8 mai, pour commémorer la Seconde Guerre mondiale et les affres de cette guerre qui ont marqué les populations. Le 14 juillet, qui est notre fête nationale, là on peut quand même pas difficilement passer à côté. Et le 11 novembre, qui de plus depuis 2012, est la journée du souvenir pour tous les morts pour la France. Donc je pense que déjà on serait déjà pas mal avec 3. C'est vrai qu'actuellement il y a énormément de dates de commémoration, et ce qui entraîne un peu un désaveu de la population qui, quand on discute avec les gens aussi, disent mais il y en a tout le temps, on ne sait plus à quoi vraiment ça correspond. Même en leur expliquant, mais c'est vrai qu'il y en a un peu beaucoup. Et même pour nous, quand on a les difficultés de recrutement de porte-drapeau, pour en retrouver pour chaque commémoration, c'est un peu compliqué. Mais effectivement, de regrouper un peu et de commémorer autrement, ce qui, comme l'expliquait notre camarade de l'espace mémoire, c'est de moderniser un peu les choses pour intéresser un peu plus les jeunes. Surtout ne pas oublier de commémorer, le devoir de mémoire est très très important. Il ne faut surtout pas oublier, il ne faut jamais oublier, mais il faut aussi pouvoir intéresser les jeunes générations.
Donc il faut, je pense, innover, se moderniser un peu dans ce sens-là. Eliane Muller, vous seriez d'avis comme votre président qui est une seule date pour toutes les commémorations? Non, je ne crois pas. Je suis un peu vieux jeu, c'est normal. Mais je trouve chaque commémoration en son temps, non. Enfin, c'est mon point de vue. Bien sûr. Moi, je dirais que pour l'instant, c'est un peu sensible du moment qu'il reste des vétérans de ces périodes-là. Aujourd'hui, le 11 novembre, on peut modifier puisqu'il n'y a plus de survivants du 11 novembre. Pour ce qui est guerre d'Algérie, Deuxième Guerre mondiale, le 8 mai, on a encore des personnes qui l'ont vécu dans leur chair et pour eux, c'est très important que ça reste. Après, oui, réduire le nombre de dates, en garder quelques-unes symboliques, oui, ça reste un marqueur pour la jeunesse. Ça doit rester la référence, le point de base. Mais en parallèle à ça, il faut dire, bon ben voilà, le devoir de mémoire, c'est pas que 1 ou 3 jours dans l'année. C'est quelque chose qu'on fait, je ne vais pas aller à dire au quotidien, mais je veux dire, il faudrait que régulièrement on puisse proposer autre chose. Après, aujourd'hui, le souci, c'est si on veut organiser quelque chose, ben, il faut déjà l'aval des professeurs. Hein. Si maintenant on veut un peu développer une thématique, nous à l'Espace Mémoire, on a tout en local, sauf que ça implique un travail en amont des professeurs. Donc eux, leur charge de travail, elle est là aussi. Donc il faut que tout le monde y donne un petit peu. Si on veut faire des déplacements, le nerf de la guerre au jour d'aujourd'hui, c'est le transport. Donc on va dire, on va les emmener à certains endroits pour voir de leurs yeux les traces des combats. Ça a un coût. Les collectivités ne sont pas forcément en mesure de le faire. S'ils le font pour une, il faut le faire pour l'autre. Donc effectivement, réduire les dates, certes, mais il faudrait agrémenté par d'autres méthodes pour intéresser les jeunes à ce passé qui encore plus de notre région, a touché leur famille. Tout à l'heure, vous parliez des horreurs des camps de concentration. Oui, c'est indéniable. Mais avant le camp de concentration, il faut se mettre à la place des incorporés de force. Ils étaient obligés d'aller combattre sous l'uniforme allemand, ils ne le voulaient pas. Sauf que s'ils n'y allaient pas, c'était la famille qu'on allait chercher et ramener dans un camp. Donc c'est aussi dramatique pour des situations légitimes de dire ouais mais là je vais mettre toute ma famille en péril. Donc c'est vraiment beaucoup de variantes, mais toujours liées à l'histoire de cette guerre, à l'histoire locale, qu'il faut essayer de présenter, de faire comprendre. Et une fois que ça va vraiment les toucher, bah c'est là qu'une fois qu'ils sont intéressés, comme je le disais tout à l'heure, ils vont en parler et puis ils vont être un peu plus sensibles. Jackie Marx, pour vous, est-ce qu'on devrait faire toutes les commémorations en une seule date ou surtout on n'y touche pas? Non, je dirais pas, mais je me rangerais sur le coup quand j'ai écouté monsieur là. Oui. Je trouvais qu'il avait pour une part raison, voilà. Mais quand j'ai écouté madame et monsieur, voilà, il faut qu'on arrive à trouver la meilleure des solutions pour... Oui, effectivement, on peut alléger peut-être certaines commémorations, enfin passer outre, c'est même pas le mot que je veux dire. Mais après, c'est compliqué diplomatiquement de décider lesquelles, parce que si c'est regroupé tout en une, oui. Ok. Si c'est dire on arrête seulement de commémorer celle-là et celle-là, je ne sais pas comment vous allez l'expliquer ça. Je vais peut-être faire du mauvais esprit, mais dans certaines communes, ça va poser aucun problème, puisqu'elles ne font jamais aucune commémoration à aucune date. Il n'y en a pas beaucoup quand même. Hein. Mais il y en a quelques-unes sur le territoire. D'accord, la pique est lancée, ils se reconnaîtront. Ok. Je vais vous parler aussi du 8 mai. Je veux que vous me disiez si la commémoration du 8 mai, elle revêt vraiment une importance particulière pour vous et pourquoi. Alors vous allez avoir quelques instants pour réfléchir à votre réponse, le temps d'écouter la réponse d'Arnaud Schlippi. Le 11 novembre, généralement, c'est une commémoration. On se souvient des poilus et de l'atrocité qu'était la Première Guerre mondiale. Le 8 mai, il y a une coloration tout à fait particulière qui revêt par le fait que c'était une guerre de résistance, mais aussi une guerre avec les atrocités de la Shoah. Donc dans cette optique-là, on peut considérer qu'il s'agit d'une commémoration plus que les autres axée sur le mémoriel, à mon sens. Eliane Muller, est-ce que vous partagez? C'est le 8 mai qu'il faut retenir. Hein. Le 8 mai, oui, ouais. Qu'il faut retenir parce que
c'est ce qui nous convient, enfin pas convient, mais c'est ce qui nous rapproche le plus de cette guerre, parce que quand je vois mon père, le 8 mai, c'était sacré pour lui. Et vous, Jackie Marx, la cérémonie du 8 mai, est-ce qu'elle revêt vraiment un caractère particulier par rapport à d'autres cérémonies? Peut-être aussi le dernier dimanche d'avril, je ne sais pas. Pour vous, c'est plus important le 8 mai? Oui, oui, le 8 mai représente, comme l'a dit Madame, la fin de cette horreur, de cette guerre horrible, de toutes ces... qui a coûté des milliers de morts, de blessés, malgré nous, non, je me vois, c'est très important. Mais je me permets de redire, je suis déçu n'est pas le mot, mais sur le coup, je ne sais pas dire comment. Je considère que la population, ça n'a rien à voir avec sa rumine, le peuple, on va dire comme ça, ne participe pas assez à ces commémorations. Tout simplement parce que j'ai pas le temps, je vais à la pêche, j'ai le jardin à faire, et enfin voilà, je schématise, mais ça vient du fait qu'on n'a pas transmis assez fort toutes ces histoires. Ça nous ramène toujours à la transmission. Alors je veux pas me mettre les professeurs à dos, surtout pas, mais vous voyez, je suppose que les professeurs pourraient faire passer un message à ces jeunes, leur expliquer, mais aussi à leurs parents, et leur faire comprendre que le 8 mai, c'est quelque chose de hors norme, et de participer avec les enfants et notre génération, là, qui sommes nés en 45-50, de participer au monument aux morts, au cimetière israélite, enfin, au monument aux morts, avec éventuellement la participation des professeurs. Sauf, je vais mettre les professeurs à dos. C'est un jour férié, alors que la plupart ne vont pas à la messe, mais j'ai le même problème dans la religion juive. Tout est magnifique. Dès qu'il y a un jour de férié, ah oui, mais là c'est dimanche, ou là c'est samedi, ou là c'est la Pentecôte, ou là oui. Mais donc non, il y a des choses dans la vie qui sont primordiales, qui passent avant. Ça ne veut pas dire que les gens, vulgairement dit, s'en foutent, hein, je veux pas... Mais il y a quelque chose qu'on a perdu en cours de route. Stéphane Hutin, vous en dites quoi? Le 8 mai, devoir de mémoire particulier? Dans la même veine que les prédécesseurs. Et oui, alors c'est un jour férié, mais il faudrait aussi se souvenir pourquoi c'est un jour férié. Alors autant la Pentecôte, l'Ascension, voilà, c'est de caractère religieux. Le 8 mai, le 11 novembre, on sait pourquoi c'est férié. C'est pour commémorer la victoire, mais au-delà de ça, les affres de la guerre. Le 8 mai particulièrement, oui, c'est pas une commémoration comme une autre. Autant les autres commémorations des autres guerres, je veux dire, c'est des guerres un peu plus classiques entre guillemets. Là, on a eu quand même une guerre particulière avec un régime nazi particulier qui s'est dirigé vers une population spécifique, ou vers des populations spécifiques. Il y a eu les juifs, les tziganes, les homosexuels, et j'en passe. On a ce particularisme des malgré nous localement, donc on a vraiment, par rapport aux autres conflits, on a vraiment des particularités sur cette date-là, sur cette commémoration-là, et en cela, c'est pas une commémoration c'est pas une commémoration comme une autre. Donc il faut l'inculquer. Et oui, les professeurs alors ont un programme imposé par l'Éducation nationale qui est assez dense et de moins en moins de temps consacré à l'histoire d'une manière générale. Mais effectivement, il faut dédier un temps et inciter aussi les parents. Et je pense que comme les parents des jeunes générations n'ont pas connu la guerre comme l'ont connu les anciens, n'ont plus connu le service national comme les plus anciens, cet aspect de commémoration a peut-être été un peu perdu. Et c'est vrai qu'on préfère aller à la pêche, comme le disait Monsieur Marx, on préfère commémorer les poissons que commémorer nos morts. C'est dit avec le sourire, mais c'est triste et on sent bien oui, votre tristesse derrière. Michel Klein, je vous laisse le mot de la fin.
Je vais d'abord rebondir sur le 8 mai. Je dis le 8 mai parce pourquoi c'est une date qui est importante. Moi je dis aujourd'hui, quand on est présent dans les rangs au 8 mai, on a les anciens qui sont là. Il y a encore des personnes qui ont vécu ça. Certes, ils étaient ados, mais ils ont vécu côté civil. Et tant qu'eux sont debout et sont présents, on se doit d'être présent à leur côté, quoi. C'est ce qu'on apprend, c'est ce qu'ils ont vécu. Donc ça, c'est le côté 8 mai. Donc c'est important. Tant que ces personnes qui l'ont vécu sont encore là, il faut être là et s'imaginer ce qu'ils ont enduré. Et aujourd'hui, ils sont toujours là. Ça, c'était par rapport au 8 mai. Pour le mot de la fin, c'est revenu souvent dans la discussion. La cérémonie devant le monument aux morts, c'est bien. Faut le maintenir. Je ne suis pas persuadé que tout le monde connaît la signification du 8 mai ou du 11 novembre. Je ne suis pas certain que tout le monde sache quoi ça correspond. Mais nous, on a cette motivation de faire connaître différemment, à travers les objets, à faire parler des objets. On a parlé beaucoup de la Shoah. Je ne savais pas que vous seriez présents. Et la Shoah, tout le monde en a entendu parler. Tout le monde a vu les images. Et les images, tout le monde les a retenues. Même un gamin qui a vu un reportage, il se rend compte de ce que ça représentait. Et moi, je défends toujours au niveau local le Beecherland, enfin l'histoire de chez nous. Et on a reçu une pièce très récemment, je suis ému, très récemment, qui résume en un mot tout ce qu'est le devoir de mémoire. Et il n'y a pas besoin de faire de longs discours. Quand quelque chose ressort du pays de Beach, d'un habitant de Beach, voilà. Et ça, c'est pas un reportage à la télé. Ça, c'est quelque chose d'une famille du Beecherland qui l'a vécu, qui a survécu et qui aujourd'hui, les enfants ont encore ça dans leur famille. Donc je vous garantis que quand on a ça en main, il n'y a pas besoin de faire de grands discours. Et donc c'est quelque chose qu'on pourra voir à l'espace mémoire ? Alors pour l'instant, la famille ne souhaite pas communiquer, donc nous on ne force pas les choses. On sait que c'est là, on sait que c'est préservé. Le jour où la famille le souhaitera, on fera en sorte pour présenter dignement. Parce que nous, chaque objet, on ne va pas accumuler des objets et les présenter n'importe comment pour dire on les a. Chaque objet doit être respecté, mis en valeur. Et quand ce sera le moment, même aujourd'hui dans la famille, la discussion est difficile entre les enfants et les parents, puisque c'est des périodes dont on n'a pas envie d'en parler. Et le jour où ça viendra, il sera présent à l'espace mémoire. Et on retracera le parcours de cet homme et jusqu'à aujourd'hui. Donc on a encore des pièces comme ça qui sortent des greniers. Et je vous garantis que quand on part, il y a 3 ans, d'une initiative personnelle, privée, enfin juste de la passion, et qu'on vous contacte qu'une jeune de 30 ans, parce que c'est la petite fille qui est venue vers nous, qui est venue à l'espace mémoire et qui a dit mais c'est super, c'est génial, et qui m'a dit j'ai encore ça, on voit qu'elle s'intéresse à l'histoire. Voilà, il n'y a pas besoin de... Il y en a qui ont envie de transmettre. En tout cas, merci de l'avoir apporté. C'est... j'ai plus les voix. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir participé à cette émission. C'est la fin de ce polygone. Très bonne journée à tous. Votre émission Polygone est réalisée avec le soutien du cabinet d'avocats Altekeller Sarreguemines.